Donc merci d'être venus nombreux à cet atelier qui porte sur la dysphagie et notamment sur la dysphagie chez les patients qui sont en institution. C'est le thème que je vais aborder aujourd'hui et essayer de vous donner quelques astuces que vous connaissez déjà, mais peut-être vous renforcer dans vos connaissances dans ce domaine. C'est une préoccupation qui est très très importante dans les équipes d'EHPAD. Vous le savez, l'évolution dans les EHPAD a été radicale au cours des 10 dernières années, avec des patients qui sont toujours très âgés, mais beaucoup plus dépendants et plus malades surtout qu'ils ne l'étaient il y a une dizaine d'années. Et ceci confronte les équipes soignantes à des difficultés de prise en charge chez des patients qui ont souvent une espérance de vie qui est assez courte et des problèmes somatiques multiples, et notamment des problèmes de dysphagie qui sont vraiment au cœur de leurs préoccupations. Lorsqu'on interroge les équipes d'EHPAD sur les difficultés auxquelles ils sont confrontés, il y a souvent en tête de pont, il y a les troubles du comportement, les troubles psychocomportementaux, ceux de la démence, et puis assez rapidement les difficultés à alimenter les patients et les complications somatiques qui y sont associées. Donc nous allons aborder le sujet à travers d'abord quelques rappels sur la dysphagie elle-même, en vous rappelant que c'est pour moi, gériatre, la dysphagie est un syndrome gériatrique, c'est-à-dire que c'est une situation qui est à la fois très fréquente et qui est multifactorielle, et que l'on peut décomposer en deux temps, donc sa difficulté à avaler, avec deux temps, un temps buccal, celui où on prépare l'aliment qui va être avalé, donc est conditionné par les capacités masticatoires, entre autres, par la capacité également de la langue à faire son travail, et puis un temps pharyngé, un temps qui est critique puisqu'il va exposer au risque de fausse route. Bien entendu, lors de ce processus, il y a des possibilités d'avoir ce qu'on appelle un bavage lorsqu'il y a une mauvaise fermeture de la bouche, que l'on peut observer chez des patients qui ont fait un accident vasculaire cérébral, par exemple. Il peut y avoir un reflux nasal qui est parfois non identifié chez certains patients, et puis surtout lors du temps pharyngé, un risque de pénétration trachéale, ce qu'on appelle la fausse route, qui traduit finalement une mauvaise occlusion de l'épiglotte et qui expose le patient à un risque de pneumopathie. Alors cette situation, elle est très fréquente chez nos résidents d'EHPAD, et elle est en partie liée au fait qu'ils sont âgés, avec, lorsqu'il s'agit simplement des phénomènes liés à l'âge, ce qu'on appelle la presbyphagie. La presbyphagie, c'est la difficulté à avaler du fait des mécanismes du vieillissement qui sont multiples, comme vous le savez, avec notamment des diminutions des capacités sensorielles, des modifications également de la fonction du temps buccal, avec une langue qui s'atrophie, qui est moins performante, des problèmes dentaires avec des difficultés masticatoires, une flore bactérienne également qui se modifie, et puis très souvent aussi une altération des fonctions cognitives avec des difficultés attentionnelles, des prises de risques ou encore de l'apraxie qui peuvent survenir tout simplement chez des personnes âgées ou très âgées. Donc ça, c'est les mécanismes liés à l'âge, on va dire, et puis très souvent c'est associé à des pathologies qui sont omniprésentes chez nos patients qui sont en institution. Ils souffrent très souvent de maladies neurodégénératives, la maladie d'Alzheimer en premier lieu, bien entendu, de la iatrogénie, avec en premier lieu le recours aux psychotropes qui vont diminuer les capacités attentionnelles, une certaine somnolence, les accidents vasculaires cérébraux, la dénutrition avec la fonte musculaire qui également se traduit au niveau du temps buccal par des difficultés à déglutir. La sarcopénie est associée à des risques de dysphagie, puis des maladies neurodégénératives comme le Parkinson, la SLA, qui exposent tout particulièrement à un risque de dysphagie. Et puis il y a des situations, on va dire, très génériques, très on va dire omniprésente chez nos patients, la fatigue tout simplement, la fragilité, si on peut utiliser ce terme encore chez les personnes qui sont en institution, le positionnement qui est parfois conditionné par l'état de santé où les patients alités vont avoir du mal à avaler du fait d'un alitement, et très souvent aussi lors d'un déconditionnement après une phase aiguë, la fatigue, la perte de l'habitude fait que les patients perdent leur capacité à déglutir. Donc c'est très souvent le panachage de modifications liées à l'âge et d'un certain nombre de maladies qui vont se cumuler et qui vont bien entendu exposer le patient à un risque de dénutrition d'une part, mais également à un risque de déshydratation et enfin de pneumopathie. Alors la difficulté chez nos patients d'EHPAD, et ce qui en fait un peu toute la singularité, c'est que ce sont des personnes qui sont particulièrement âgées. On rentre de plus en plus tard en institution. C'est une bonne nouvelle, ça traduit les améliorations du maintien à domicile.
Donc dans certaines cohortes, là, vous voyez dans l'étude que nous avions menée ici, les patients avaient une moyenne d'âge de 87 ans, des gens qui ont une espérance de vie relativement courte, principalement des femmes, bien entendu. La grande majorité des personnes âgées qui sont en institution sont des sujets qui sont dépendants, très fréquemment déments, pas toujours diagnostiqués comme étant déments, mais lorsque l'on fait une évaluation systématique, la prévalence de la démence est de l'ordre de 80%, des patients qui ont très souvent des troubles psychocomportementaux, de l'opposition, de l'agressivité, de l'agitation ou encore de l'apathie, et puis des comorbidités de façon omniprésente aussi, avec souvent plusieurs médicaments, 8 en moyenne, un Charlson qui est très élevé, beaucoup plus élevé que dans les autres institutions du monde, et une espérance de vie qui est souvent assez courte. On estime qu'à peu près 1 sur 2 a une dysphagie, si on l'évalue sur l'échelle HIT, avec donc une difficulté à avaler, et ceci occasionne donc des événements somatiques qui sont très fréquents et notamment qui se traduisent notamment par des hospitalisations qui sont de l'ordre de 40% par an. Donc c'est pas une vie simple et tranquille qu'on pourrait l'imaginer, mais véritablement des allers-retours, souvent au département des urgences, dans les services hospitaliers, des retours dans les institutions, souvent avec un état de santé, une dépendance plus importante. Une des complications principales, c'est bien entendu la pneumopathie. L'incidence de la pneumopathie, elle est considérable dans les EHPAD. Souvent, lorsqu'on parle des incidences des maladies, ça s'exprime par le nombre de cas par 1000. Là, en l'occurrence, l'incidence des pneumopathies est de 20%. Donc, dans un EHPAD de 100 lits, il y aura 20 pneumopathies dans l'année, en moyenne. C'est absolument considérable. C'est lorsqu'on utilise les critères qui sont reconnus par les instances international, cet événement est souvent sous-estimé, mais véritablement occupe beaucoup des efforts des équipes soignantes et très souvent associé à un déclin fonctionnel. Donc la pneumopathie est une chose qu'on arrive parfois à guérir, mais qui récidive et qui, de façon presque systématique, occasionne un déclin fonctionnel, une diminution des capacités de base de la vie quotidienne et donc une diminution de la qualité de vie tout simplement, qui est souvent l'objectif principal que l'on doit avoir pour ces résidents. Donc il est particulièrement important de prévenir ces pneumopathies, ce qui est quelque chose qui est abordable. Il n'y a pas de fatalisme à avoir vis-à-vis des pneumopathies, c'est souvent le cas dans les institutions pour beaucoup de choses d'ailleurs, mais la pneumopathie peut être évitée dans les EHPAD, notamment en réduisant le risque de fausses routes, en gérant mieux la fausse route lorsqu'elle arrive, et puis en mettant en place des stratégies de prévention comme les vaccinations. Contre la grippe, c'est fait, mais contre le pneumocoque, c'est pas encore fait du tout. En tout cas, pas du tout à la hauteur de ce qui devrait être réalisé. Ces infections pulmonaires, ce sont souvent des infections pulmonaires qui sont liées à des inhalations. Et plus on regarde on se tourne vers les personnes âgées dépendantes, celles qui vivent en institution, plus la prévalence des pneumopathies d'inhalation est élevée. Donc vous voyez ici sur cet histogramme une répartition des pneumopathies, on va dire habituelles, celles que l'on voit chez les personnes âgées vivant dans la communauté ou chez les adultes, et la fréquence des pneumopathies d'inhalation. Donc sur 100 EHPAD dans une institution, environ 70% sont des pneumopathies d'inhalation. Ce sont des patients qui ont fait des fausses routes. Donc ce sont des pneumopathies qui ont souvent un pronostic qui est plus sévère et qui doivent conduire à des prises en charge qui sont également un petit peu différentes en termes d'antibiothérapie notamment. Donc un pronostic qui est mauvais, une fréquence très importante des pneumopathies d'inhalation et puis d'autres complications qui sont souvent plus torpides, notamment la dénutrition. Avoir une dysphagie, c'est s'exposer à un risque de dénutrition avec une diminution des apports. Souvent l'utilisation de textures modifiées, souvent de façon moindre que ce qu'il serait, semble-t-il, nécessaire compte tenu de la fréquence des dysphagies. Dans les EHPAD, on observe très souvent des patients qui sont de petits mangeurs, c'est-à-dire qu'ils ne mangent pas tout ce qu'on leur propose, et puis une dépendance importante et donc des soins, une mobilisation du personnel soignant qui est très importante au moment du repas et des difficultés pour aider ces patients, pour les assister au temps du repas, pour essayer de prévenir des risques qui sont redoutés, essayer d'apporter des quantités alimentaires qui soient suffisantes sur des temps qui sont souvent restreints et une équipe qui est souvent limitée. Alors, lorsque l'on regarde les enquêtes qui ont été réalisées
dans les institutions en France, nous disposons d'une enquête qui a été réalisée il y a maintenant 2 ans avec le concours de la Société française de gériatrie. C'est une enquête que nous avons menée au niveau national qui porte sur les résidents d'EHPAD, mais pas seulement, également sur l'hôpital et à domicile. Et nous avons pu avoir la surprise tout de même de voir que dans nos institutions, les équipes soignantes sont confrontées 2 fois par an à la réalisation d'une manœuvre d'Heimlich. C'est-à-dire que 2 fois par an, les équipes soignantes sont dans une situation où un patient fait une fausse route sévère qui impose des manœuvres de réanimation. Donc ceci explique, je pense, en partie l'inquiétude des équipes soignantes. On s'aperçoit également que l'identification dans les dossiers de patients ayant une dysphagie est assez modeste. De façon assez paradoxale, on s'aperçoit que les patients identifiés comme étant à risque de fausse route n'est que de 15%. Donc il y a de toute évidence dans les dossiers médicaux, en tout cas sous les yeux des médecins qui interviennent, souvent une sous-estimation de ce risque, alors même que les équipes soignantes, celles qui sont vraiment au plus près du temps du repas, quant à elles, adaptent les textures spontanément et ceci est observé dans 35% des cas. Donc il y a une espèce de hiatus entre la reconnaissance par les médecins dans le dossier médical du risque de fausse route et finalement la prise en charge qui se met en place avec des aliments à texture modifiée dans près de 35% des cas. Le repérage, il est réalisé le plus souvent par les aides-soignantes, celles qui sont au plus près au temps du repas, ce qui n'est pas une surprise. Donc il faut que l'information remonte, et elle remonte sans doute pas toujours jusqu'au médecin. Et puis on s'aperçoit également que la formation est encore insuffisante. Face à un problème aussi prévalent, il est assez surprenant de voir que les formations sur ce problème ne concernent n'a été réalisé que sur un soignant sur 2, qu'il s'agisse d'une infirmière, d'une aide-soignante ou encore d'un médecin traitant. Alors si c'est sous-estimé, il y a un certain nombre de raisons à cela. Une des raisons, c'est que probablement les patients qui ont des troubles cognitifs très sévères ou qui sont sur des fins de vie ont une sous-estimation de leur fausse route. Parce que souvent, la fausse route est identifiée lorsque les patients toussent. Or, il s'avère que chez nos patients ayant des altérations cognitives, souvent à des stades sévères en institution, les MMS sont en moyenne de 10 dans nos institutions actuellement. Chez des patients qui sont très sévèrement altérés sur le plan cognitif, il y a une diminution de l'état de vigilance. Ils toussent de façon moins efficace et à la fin, ils ne toussent plus du tout lorsqu'ils font des fausses routes. C'est bien que ce sont ceux qui toussent le plus qui finalement ont une toux efficace, qui sont repérés comme étant à risque de fausse route, alors même que ceux qui ne toussent plus et qui, eux, vont faire la vraie pneumopathie et qui vont avoir des complications, ne sont pas identifiés comme ayant une véritable dysphagie. Donc il faut qu'il y ait une sensibilisation vis-à-vis de cela et que soient repérés également les patients qui ont des inhalations silencieuses et qui vont, bien entendu, faire des pneumopathies de façon très fréquente. Alors la difficulté face à cette situation, c'est que bien entendu nos patients sont très, très hétérogènes. Ils sont très vieux, très malades, très dépendants, mais malgré tout avec des projets de soins qui sont très très différents, très fréquemment dénutris, avec des difficultés de déglutition, mais également avec la nécessité pour chacun d'entre eux de réaliser un projet qui soit très personnalisé, qui soit adapté à sa pathologie, à son pronostic, à ses souhaits, à ses attentes, et essayer de conjuguer tout cela n'est pas très simple pour les équipes soignantes qui n'ont pas forcément une formation à la hauteur de la complexité des patients. Les équipes souhaitent coller au plus près des recommandations pour les nourrir. Ils sont confrontés à des patients qui avalent mal et des patients qui parfois refusent tout simplement de manger, qui ne veulent plus, qui sont en fin de vie. Et la difficulté, c'est de réaliser pour chacun de ces résidents un projet qui soit au plus proche des possibilités, parfois dans la prévention, mais parfois également dans l'accompagnement et dans les soins palliatifs. Et c'est vraiment cette réflexion qui demande une mobilisation de toute l'équipe, un savoir-faire qui est souvent difficile. Ceci est particulièrement vrai parce qu'il y a souvent un manque d'investissement dans la diététique dans les institutions, pas forcément un référent sur la dysphagie dans l'institution. On le sait bien, il n'y a pas assez de moyens humains. Le nombre d'infirmières, d'aides-soignantes est sans doute insuffisant. Je vous rappelle que dans nos institutions en France, il n'y a une infirmière la nuit que dans 10% des cas. C'est les patients qui inhalent souvent la nuit aussi, le manque de formation. Et puis, comme je vous le disais, la difficulté de conjuguer des recommandations nutritionnelles où on sait bien ce qu'il faudrait donner de façon optimale. Et puis, l'autre pendant qui est le souhait du patient, sa qualité de vie et son espérance de vie.
Alors malgré tout cela, il y a quand même un certain nombre de recommandations que l'on peut faire et qui ont démontré leur pertinence pour limiter le risque de fausses routes et les complications. Il s'agit notamment de l'hygiène bucco-dentaire. Alors il y a de gros progrès qui ont été réalisés un peu partout, il faut le dire, il faut le souligner, mais il y a encore, je pense, un travail important et une marge de progression pour essayer d'améliorer l'état bucco-dentaire des patients. On sait que lorsque l'état bucco-dentaire est bien fait, on le réduit le risque de pneumopathie d'inhalation, on fait des pneumopathies d'inhalation qui sont moins graves, et on améliore également les capacités masticatoires et de déglutition du patient. Donc c'est quelque chose qui est maintenant bien enseigné dans les formations des aides-soignantes, c'est quelque chose qui doit être bien connu de l'ensemble de l'équipe soignante, revalorisé, évalué, de sorte à ce que les choses soient faites de façon convenable. Et là encore, je le redis, il y a une marge de progrès qui est possible. C'est très compliqué de faire un beau soin bucco-dentaire, de garder une équipe motivée autour de ce thème. C'est pas simple, surtout chez les patients qui ont des altérations cognitives, qui ne comprennent pas toujours très bien. Il y a tout un savoir-faire qui n'est pas simple et qui doit générer des réflexions d'équipe. Un autre point qui est assez basique, je dirais, parce que vous le savez tous, mais il faut tout de même le rappeler, c'est celui du bon positionnement du patient. Il ne faut jamais rater l'occasion de bien positionner le patient, ce n'est pas toujours bien fait. Il y a encore dans nos hôpitaux des télévisions qui sont accrochées en haut des plafonds, à une époque où il y avait des tubes cathodiques qui contraignent les patients à avoir la tête en l'air pour regarder la télé, au moment du repas où on les alimente. Donc il y a des choses assez simples et des mesures vraiment évidente à mettre en place lorsque l'on alimente un patient qui est à risque de fausse route. Il faut ne pas rater l'occasion de le lever pendant le temps du repas tout au moins, apprendre aux équipes soignantes que pour les temps de déglutition, c'est bien d'avoir le cou qui est en position fléchie, on réduit le risque de fausse route. Et puis il y a un certain nombre de dispositifs qui existent, vous connaissez sans doute ces verres à encoche nasale ou ces verres un peu bas, qui ne sont pas toujours de maniement très simple chez les patients ayant des altérations cognitives, qui les prennent parfois à l'envers, mais c'est quelque chose qui, malgré tout, est pertinent. Et en tout cas, il faut sans doute aussi reconsidérer, je ne dis pas éliminer, mais reconsidérer de façon systématique les canards, vous savez, ces verres avec ce petit tube qui contraignent le patient à avoir une projection du mandibule en avant, à aspirer, et ceci favorise le risque de fausse route. Donc il y a encore beaucoup de canards, il faut tuer le canard dans les institutions, qui, là aussi, voilà, génère sans doute des épisodes d'inhalation. C'est pas très simple aussi à faire, mais et ça peut se discuter pour certains patients. Alors une autre action qui a démontré son efficacité, c'est également de lutter contre la polypharmacie et notamment lutter contre un certain nombre de médicaments qui réduisent les capacités attentionnelles. Les médicaments psychotropes qui rendent les patients somnolents favorisent la fausse route, bien entendu. Nos patients ont beaucoup de psychotropes, environ 18%. Vous savez, toutes les grandes campagnes qui ont été menées, comme la campagne AMI, Alzheimer, qui a visé à lutter contre le recours aux neuroleptiques dans les institutions, a eu un effet très modeste auprès de nos institutions. On reste à 18%, c'est moins que dans d'autres pays. Aux États-Unis, ils sont à peu près à 27% actuellement. Donc on n'a pas vraiment à rougir des autres pays, mais ça reste beaucoup trop. Ça reste beaucoup trop et fortement associé au risque de fausse route. Il y a un certain nombre de médicaments aussi pour lesquels il faut reconsidérer l'ordonnance, et notamment les IPP, les inhibiteurs de la pompe à protons. On le sait, ils sont fortement associés aux pneumopathies d'inhalation, sans doute du fait de la modification de la flore bactérienne au niveau de l'estomac. Et ces médicaments sont très largement prescrits dans les institutions, dans 40% des cas. Et on a fait un certain nombre de travaux sur le recours à cette prescription qui est, dans de nombreuses situations, pas adaptée, pas justifiée en tout cas. Et c'est parfois compliqué de l'arrêter parce que tout le monde a peur, mais en général, ça se passe très bien. Et donc, il faut essayer d'arrêter ces inhibiteurs de la pompe à protons lorsque ce n'est pas indiqué. Il faut former également les équipes soignantes. Très souvent, la texture des aliments est réfléchie de façon un peu binaire. Encore dans les institutions, il y a une texture modifiée ou pas. Il faut que les équipes soient sensibilisées aux différentes textures possibles, et on dispose maintenant de cet outil qui me semble être didactique, qui permet au sein des institutions, comme à l'hôpital, de faire rentrer les équipes dans une réflexion sur le degré de texture le plus adapté. Sans doute le connaissez-vous. Il s'agit d'une échelle qui permet de classer les différentes textures des aliments et des boissons. C'est une échelle qui a été élaborée à l'initiative d'un groupe international.
et qui permet voilà, de quantifier chacun des aliments et qui permet, pas seulement pour la recherche d'une part, parce que c'est souvent ce qui nous manque dans les travaux de recherche, on ne sait pas très bien quelles sont les textures utilisées, mais également dans les institutions. Alors la formation, c'est capital, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, mais il faut s'approprier un certain nombre d'outils qui, lorsqu'ils rentrent dans les dossiers des patients, lorsque les équipes se les approprient, permettent de modifier les pratiques. Donc c'est notamment l'OAT. L'OAT, vous connaissez sans doute, c'est une échelle d'évaluation de l'état bucco-dentaire. Ça se fait assez simplement, ça doit être fait à l'admission des résidents. C'est une façon de valoriser le travail des aides-soignantes et des infirmières lorsqu'elles font des soins bucco-dentaires compliqués, de suivre les patients sur ces soins bucco-dentaires, et je pense que c'est quelque chose, un très très bon outil pour avancer dans cette pratique. Évaluer le risque de fausse route aussi, il y a des outils qui existent, il n'y en a pas de parfait, je vous en ai mis un qui a été développé par Nestlé, qui est le HIT10, qui a été traduit également en français et qui peut être un bon moyen permettant à l'équipe d'évaluer le risque de fausse route chez les résidents. Alors ce qui est indispensable, c'est surtout, comme je vous le disais, de voir le patient dans sa globalité. Il s'agit d'un syndrome gériatrique au sens où chaque acteur de l'EHPAD va devoir prendre sa place pour essayer de réduire ce risque de fausse route, améliorer la dysphagie du patient, et il faut que le patient soit au centre de la discussion et des symptômes. Et c'est pas simple parce que pour certains patients, essayer de coller au mieux aux recommandations nutritionnelles, c'est améliorer leur qualité de vie, qui doit être la priorité. Ça va permettre d'éviter des chutes, le déclin fonctionnel, des plaies, des infections. Donc c'est de la qualité de vie que d'essayer de tendre vers ces recommandations nutritionnelles, bien entendu. Mais pour d'autres, l'espérance de vie étant très courte, on est dans une phase souvent de soins palliatifs, de fin de vie, le plaisir est le plus important. Et donc, il faut conjuguer ce projet de soins, la prise en charge nutritionnelle en fonction de ces différents projets de soins. Au centre, bien entendu, c'est la qualité de vie du patient qui doit primer. Alors juste pour terminer, Agathe, encore une minute, pour vous informer que nous allons débuter sur Toulouse et également sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, une étude qui est un PREPS, donc un financement national qui a pour but de prévenir les pneumopathies d'inhalation dans les EHPAD. C'est un projet qui s'appelle Piano, que nous allons réalisé sur de nombreuses institutions, qui a pour but d'évaluer l'impact d'une formation réalisée auprès des équipes soignantes. Donc c'est une formation qui va être réalisée pour les aides-soignantes, pour les infirmières, pour les médecins traitants également, les médecins coordonnateurs. C'est une formation qui se fera en ligne et qui a pour vocation de mettre en place des actions de prévention des pneumopathies d'inhalation. Donc cela passe par la prise en charge de la dysphagie d'une part, mais ça passe également par la vaccination anti-pneumococcique, le bon positionnement du patient, la rééducation, tous les aspects qui peuvent limiter le risque de pneumopathie. Le diagnostic, le critère de jugement principal, ce sera l'incidence des pneumopathies qui vont être recueillis selon les critères de l'Observatoire du risque infectieux en gériatrie, donc des critères qui sont maintenant bien validés. C'est une étude qui va être très dimensionnée, c'est une étude randomisée en cluster, donc en grappe multicentrique, avec 2 bras, un bras intervention où les EHPAD vont bénéficier de cette formation en ligne, donc qui va être tout de même assez conséquente. Il va y avoir un investissement de l'équipe dans cette thématique, et puis un groupe contrôle qui va faire des soins courants. 280 EHPAD vont être impliqués, donc sur Auvergne-Rhône-Alpes et l'Occitanie, et un recrutement qui sera sur appel à volontaires. 7000 résidents vont être inclus, donc c'est une étude qui est tout de même très dimensionnée, un travail qui va durer environ 3 ans. Donc pour terminer, donc la population, on n'est pas une population qui est complexe, ils sont âgés, polypathologiques, mais malgré tout très, très différente en termes de projets. Il y a des patients chez qui on est encore dans la prévention, pour d'autres on est dans l'accompagnement. C'est une population qui a un risque de fausse route et de dysphagie qui est sans doute sous-estimé, avec des complications qui vont entraver fortement leur qualité de vie, la pneumopathie notamment, la dénutrition également, et actuellement, il faut bien le reconnaître, l'approche n'est pas optimale. Il y a encore une marge importante de progrès, il n'y a pas encore une prise de conscience de l'ensemble de l'équipe. C'est sans doute parce qu'il n'y a pas un acteur clairement identifié comme étant le référent de la dysphagie. Je pense que c'est entre autres la raison à cela. Et cette dysphagie relève d'une prise en charge multidisciplinaire, multidimensionnaire, comme tout syndrome gériatrique. Pour que ça marche, il faut que véritablement l'équipe tout entière se mobilise autour de cette thématique. Et là, je pense qu'on peut réduire les risques. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup.